Bienvenue à tout le monde, enfin aux participants et aux intervenants dans cette session. Et bonjour à toutes et à tous. Alors, nous allons, d'abord, je vais remercier les intervenants d'avoir pu venir. Excuser Martine Batt qui est souffrante et on lui souhaite un prompt rétablissement. Donc, malheureusement, elle ne pourra pas être avec nous. Je vais remercier la Société française de santé, Société francophone de santé environnementale de nous donner la parole et de pouvoir échanger sur ce sujet très difficile. Et à Mathieu Bailly, qui est le grand coordonnateur de tout ce travail, qui est vraiment pas facile dans les conditions actuelles et qui a un très gros boulot à assurer. Alors le sujet qu'on va aborder, c'est le sujet comment communiquer dans un contexte d'incertitude. Donc autant dire qu'on met la barre assez haut parce que c'est un sujet très important. Et c'est un sujet aussi d'intérêt majeur dans la mesure où en santé environnementale, on y est confronté très souvent. Les cas où l'incertitude est la plus faible sont les plus faciles et pas fréquents. Et il arrive très fréquemment qu'on se retrouve dans des situations difficiles avec une incertitude forte. Et donc, ça concerne très spécifiquement et très fortement le domaine de la santé environnementale. Donc, aujourd'hui, nous aurons donc deux intervenants, Julie Duchalet et Claude-François Robert. Claude-François Robert qui a des contraintes très importantes dans la mesure où tout le monde est au courant qu'il y a une crise en ce moment liée à un petit virus qui n'arrête pas d'embêter tout le monde. Et comme il est responsable de tout cela dans sa région, il est possible qu'il soit contraint de nous quitter en milieu de séance compte tenu de ses urgences. Donc, je vais lui passer la parole. Donc, enfin, s'il est revenu, parce que je ne le vois plus à l'écran, Claude-François Robert est responsable, il est médecin de santé publique, responsable en particulier de la crise Covid dans sa région en Suisse, et dans la région de Neuchâtel. Il est donc à la responsabilité de médecin cantonal, spécialiste en santé publique. J'espère que ça Donc, va tenir. là, on vous voit, on vous entend. Et donc, je vais vous donner de suite la parole. Ah, on vous a perdu, au secours. On va donner la parole à Julie Duchalet en attendant. Merci de m'avoir Ça marche. invité. Je ne sais pas si j'oserais vous interrompre si jamais il revient. Enfin, on va attendre de voir si ça se stabilise. C'est difficile parce que comme il a ses contraintes particulières, on voulait lui donner la parole en premier, mais évidemment, si Monsieur Internet ne veut pas lui donner la parole, ça n'arrange pas nos affaires. Non, c'est ça. Bon, alors je vais donc présenter Julie Duchalet, qui est en particulier une des responsables de l'association VISOV, Volontaires internationaux en soutien opérationnel virtuel. Elle a une très forte expérience en communication, en situation de crise, et donc je lui transmets tout de suite la parole avec tous nos remerciements. Merci déjà pour l'invitation et de nous avoir accueillis. Donc, comme on l'a présenté, je suis volontaire à l'association VISOV. Je vais vous partager une petite présentation pour que vous vous rendiez compte de ce que c'est l'association finalement. Déjà, un petit test dès le début avec tous les logos des réseaux sociaux. C'est une liste non exhaustive parce que il y a quand même beaucoup de choses qui se fait maintenant. Donc, on retrouve les grands classiques, Facebook, Twitter, Instagram. Donc ça, c'est vraiment là-dessus où on base notre information. On va aussi la chercher un peu partout. Mais qu'est-ce qu'on fait exactement, finalement? Donc, il faut revenir un peu plus loin. Ça date vraiment depuis 2009. Donc, en fait, il y a eu un ferry qui traversait la rivière Hudson et c'est ce jour-là où l'avion a atterri dans l'Hudson River. Et finalement, c'était un peu la première fois où on a vu une situation de crise sur les réseaux sociaux et ça a été traité très, très rapide. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait aussi compter sur les réseaux sociaux pour avoir des visions différentes que d'une situation. Donc c'est vraiment à partir après 2012 où ça s'est un peu engendré avec donc la terme anglais qui s'appelle Social Media in Emergency Management. Et donc nous, la version française, c'est médias sociaux en gestion d'urgence. Donc c'est pour ça que vous verrez cet acronyme MSGU un peu partout. Ensuite,
En France, comment on a eu on a eu la crise à nous qui nous a vraiment fait mis le pied à l'étrier, c'est la catastrophe de Brétigny-sur-Orge, où, pour rappel, il y a eu un accident ferroviaire. Il faut savoir qu'à 17h15, le SDIS prend l'appel pour cette catastrophe et à 17h19, il y a le premier tweet qui donne les photos de la situation. Donc on voit que c'est très rapide et que ce genre d'information peut être captée, si elle est captée très vite et donnée aux bonnes mains au bon moment, peuvent permettre d'avoir une idée précise de la situation. Et c'est comme ça qu'on a commencé vraiment à voir le mot MSGU arriver assez vite. Donc, comme vous et moi, on a utilisé quand même on voit que les réseaux sociaux sont assez présents. Juste déjà entre deux élections du pape, on voit qu'on ne la vit pas de la même manière. Donc maintenant, les événements sont vraiment différents et vécus de la différente manière. On partage notamment beaucoup ce qu'on vit à travers les réseaux sociaux. Donc, l'association Visov s'est constituée en 2012 avec un peu un noyau dur de personnes qui ont compris l'intérêt de ces médias sociaux en gestion d'urgence. Il y a eu des premiers échanges avec leur réseau, les gestionnaires de crise et le COGIC, normalement le Centre opérationnel de gestion interministérielle des crises en France. L'association date donc de janvier 2014 et on est une communauté virtuelle, c'est vraiment ça qui est important, en gestion d'urgence. Donc finalement, Visov, qui sommes-nous? On est une centaine de volontaires francophones répartis en France métropolitaine, à La Réunion et en Suisse. On est répartis sur tout ce territoire-là, ce qui est pratique puisque on n'a pas besoin d'être ensemble physiquement, c'est une communauté virtuelle, comme je vous le disais. Donc, on échange tous par des réseaux sociaux, WhatsApp notamment. On a des radioamateurs, des météorologues, des webmasters, des sapeurs-pompiers, des communicants et même des simples citoyens qui ont un intérêt pour ce domaine-là. On fonctionne, pourquoi surtout? Parce que finalement, les MSGU, il y a deux façons de travailler avec. C'est d'abord diffuser de l'information, on est là. En tant que gestionnaire de crise, comment communiquer dans un contexte. Donc il y a d'abord il y a différents phasages parce qu'il y a des messages de prévention avant, pendant et après. Il y a des consignes. Il y a aussi des démentis de rumeurs qui sont maintenant très importants à faire. Et les réseaux sociaux, c'est un moyen d'accéder directement aux personnes qui font la demande. Et dans l'autre sens, ça a aussi un moyen de comprendre l'événement en cours, de le localiser, de le dimensionner, comme on a pu voir tout à l'heure avec Bretigny, de capter les rumeurs qui peuvent être en cours et surtout avoir une vision quasiment en temps réel pour peu qu'il y ait des personnes qui font des lives sur les réseaux sociaux. Donc c'est un canal massif, gratuit et rapide en lien direct avec la population. C'est ça vraiment l'important. Donc nos missions vraiment, ça se divise en trois parties. Il y a le soutien aux autorités, on fait du monitoring pour eux sur les réseaux sociaux, on prend les informations sous forme diverses et nous on les synthétise pour un meilleur traitement. On peut même créer des cartes si on en a besoin. On diffuse aussi de l'information pour améliorer la culture du risque, finalement. Et on fait aussi de l'assistance aux sinistrés via les médias sociaux, puisque c'est nous déjà arrivé, par exemple, sur la tempête Alex, de capter des messages de personnes qui cherchaient des amis, de la famille. Donc, on prend ces messages-là, on les a traités, on les a remis aux autorités, puisque des fois, dans un contexte d'incertitude, les lignes sont saturées et il faut penser autrement. C'est comme ça qu'on a vu aussi pendant les attentats du 13 novembre 2015 où il y a eu le hashtag porte ouverte et on a eu aussi il y a des remontées d'infos qui sont faites par les réseaux sociaux puisque c'est un moyen aussi de communiquer sans faire de bruit et de passer outre la saturation des réseaux téléphoniques, j'entends. Donc finalement, à travers tout ça, on replace le citoyen en tant qu'acteur de la sécurité civile. On a une meilleure compréhension de l'événement et surtout, on peut couper court aux rumeurs. Ça, c'est très, très important. Typiquement, on l'a vu sur Lubrizol, la catastrophe de Lubrizol, où tant au niveau pompier, ça a été une opération qui a été un succès. Hein. On a quand même, faut rappeler le bilan, on n'a pas eu de victimes. C'est quelque chose de très important sur cet événement-là. À contrario, c'est la communication qui a péché. Et c'est vrai que pour le monde opérationnel, de ramener, de passer de ce constat d'échec de communication alors que l'opérationnel s'est très bien passé, c'est assez compliqué. Et si on arrive à détecter les rumeurs assez vite, on peut un peu les tuer dans l'œuf. Et donc, nous, comment on fonctionne? Finalement, on a un conseil d'administration dont je fais partie. On est une petite équipe de 6. On prend en compte tout ce qui est partenariat avec les collectivités, les DGSC, avec le Centre interministériel de crise. Et on prend les demandes
d'intervention de la part de nos conventionnés. On discute avec la coordination, donc nos team leaders, hein, nos chefs d'équipe, qui, s'ils sont dispo, peuvent prendre le lead sur ces événements, qui après gèrent une équipe de veilleurs qui seront là qui seront disponibles. C'est ça qui est très intéressant, c'est que sur les 100 personnes qui sont dans l'association, on a tous des vécus différents, des emplois du temps différents, donc on peut à peu près intervenir quand il se passe quelque chose. Et chacun arrive et se connecte en même temps, et on utilise des messageries instantanées et sécurisées. On a une principale et une de secours aussi, puisque comme on travaille dans la crise, il faut imaginer tout ce qui peut se passer. Et on fait aussi, on peut alerter les bénévoles quand il y a un gros événement par SMS, et des applications qu'on a appris dédiées. Comment ça fonctionne? Alors, on a la détection d'événements. Soit en fait, on détecte un événement sur les réseaux sociaux. On considère que là, on a ce qu'on appelle les signaux faibles. Tant de personnes qui commencent à dire, bah, vous avez vu pour ça, ou il paraît qu'il y a ça, et on commence à avoir des photos. Donc là, nous déjà, on fait une première prise d'infos. On vérifie si c'est pas une fake news, parce qu'il y a aussi ça qu'il faut prendre en compte. En fonction, on prend en contact avec les autorités pour confirmer ou infirmer la rumeur. Ou des fois, c'est inversement, c'est les autorités qui nous contactent. Merci d'aller voir sur tel secteur parce qu'on pense qu'on a quand même des retours sur les réseaux sociaux. Donc, on déclenche une ESOF. Nous, c'est une salle en fait où on fait du soutien opérationnel virtuel. Et on échange, on fait un classeur Excel sur Google Drive, et on met tous les liens qu'on trouve sur l'événement en cours. Donc typiquement, pour une inondation, on ramène les photos des gens sur le terrain, on récupère aussi tout ce qui est hydrogramme de crue pour donner un peu une idée. Et il y a à peu près 2 équipes qui s'organisent aussi, et on surveille s'il y a besoin de personnes qui ont des besoins de soutien à la population, comme on a pu le voir la dernière fois avec la tempête Alex, comme je vous disais. Et typiquement, il y a ces bascules entre soutien à la population et soutien aux autorités. Pour la tempête Alex, en fait, il y a eu des demandes de nouvelles de personnes, parce que comme les réseaux étaient coupés, les gens n'arrivaient pas à joindre leurs proches, mais c'est pas pour autant qu'ils étaient disparus. Donc on a mis en place un questionnaire qu'on a publié dans tous les groupes Facebook pour pouvoir récupérer toutes ces données-là, les donner à la préfecture. Et après, ils ont imprimé les classeurs Excel qu'on a fait, ils les ont imprimés, ils les ont envoyés dans les hélicoptères et ils les ont mis dans chacune des vallées, dans les villages. Et après, on a recroisé les informations. C'était un moyen pour penser autrement sur ce genre de catastrophe. Et après, une fois qu'à peu près tout ça est un peu réglé, on peut faire le retour à la normale. Et donc, nous, on s'organise aussi un retour d'expérience en interne pour savoir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, pour essayer de voir, pour capitaliser finalement les bonnes pratiques et apprendre de ce qu'on a pu pêcher. Là, par exemple, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le classeur opérationnel. On met donc la date, le nom du bénévole qui a trouvé, l'information, l'heure du poste. Et là, on met le contenu du poste, le lien URL, les lieux concernés, le département. Et vous voyez qu'on a des référents cartographiques, des team leaders, des référents météo, puisqu'on a quand même réussi à avoir une grosse équipe. Et donc finalement, les décideurs et les gestionnaires de crise ont accès à ce document-là, ont juste à cliquer et ont les informations déjà triées et vérifiées. C'est ça qui est très important pour eux. Ça fait gagner un temps monstrueux quand on est en gestion de crise. Finalement, par exemple, des remontées, bah là, c'est une personne qui a pris une photo de chez elle pour donner lors de la tempête dans les inondations en Pyrénées-Orientales en janvier 2020. Elle a publié de chez elle, regardez comment ça donne chez moi. Donc nous, on essaye de retrouver l'endroit où c'est, on recroise les informations, après on les cartographie quand on fait une cartographie de crise, et comme ça donne une idée, plusieurs points de vue en même temps. Et donc on s'est adapté, hein, parce que les outils, les usages des réseaux sociaux est vraiment différent, parce qu'on communique pas de la même manière et c'est pas les mêmes personnes qui sont sur Facebook, Twitter ou Instagram ou même Snapchat. Donc l'idée, c'est vraiment de se répartir ces réseaux sociaux. C'est du travail de fourmi, hein. Des fois, l'information, elle va se cacher dans un groupe privé, dans un commentaire sous une photo. Donc c'est vraiment un gros travail d'analyse, et une fois qu'on connaît bien un peu les bons groupes, les bonnes pages Facebook, on peut aller beaucoup plus vite. Mais c'est toute cette expérience qui est accumulée qui évite ce travail finalement aux gestionnaires de crise. Et après, on arrive un peu à créer des nouvelles choses, typiquement, comme je vous disais, sur la tempête Alex. Et
Ce qui est assez nouveau maintenant, c'est comme on a une certaine renommée, on a des messages en direct. Quand on a des personnes qui sont disparues, par exemple, on nous envoie directement des messages en disant: «J'ai vu ce que vous avez pu faire sur tel, est-ce que vous pourriez m'aider? J'arrive pas à joindre», donc c'est vrai que c'est très, très, c'est important pour nous de garder ce contact avec les personnes, puisque ça leur fait aussi une écoute et des fois, quelqu'un à qui, se tourner quand on n'arrive plus quand on n'arrive plus à avoir les informations et les faire passer. Donc pour finir, je vous montre un peu le type de carte qu'on a pu faire. Typiquement, là, c'était le feu de Gonfaron cet été. Donc nous, à l'aide un peu on était en contact avec le SDIS du Var, hein, qui nous disait: «Voici à peu près l'enveloppe». Nous, on dessinait le cône de propagation selon ce qu'il nous disait et on essayait de trouver des informations là, ou alors on donnait des nouvelles aux personnes qui étaient, dans ces zones-là. Les points verts, c'était les campings que nous, on a recensés en base de données et on essayait de prendre contact avec les gestionnaires de camping sur les réseaux sociaux et donc l'idée et après il y avait des points aussi, c'était pour les centres de secours, les centres d'hébergement de secours. Donc cette carte-là, elle est très, très intéressante de manière opérationnelle. C'est un peu comme la version de la CITAC pour ceux qui connaissent les pompiers en France, qui ont une situation opérationnelle tactique et qui voient où ils en sont, à quel point. Et donc, avec qui on travaille finalement, c'est les 3 centres ministériels de gestion de crise, le COGIC, la cellule de crise et de soutien et la cellule de veille opérationnelle du ministère de la transition écologique. On a avec les 5 zones de défense, 34 préfectures, 42 SDIS, 3 conseils départementaux, les syndicats des eaux aussi, puisque dans leurs compétences, ils doivent gérer aussi un peu l'alerte et on a des conventions en Belgique. Donc, vraiment nous, c'est axé francophone. Et voilà à peu près, ce que ça représente, au niveau de la France. On a une bonne répartition, sur toute la France, avec, que ce soit les préfectures ou les SDIS. Voilà, merci de votre attention. Merci à vous, très, très intéressant. Je vais donc de suite passer la parole à Claude-François Robert, comme je le disais tout à l'heure, qui est donc médecin cantonal à Neuchâtel, avec également une très grosse expérience dans le domaine de la communication en situation de crise. La communication a l'air stabilisée, donc je vous donne de suite la parole. Merci beaucoup. J'envoie ma présentation. Voilà, est-ce que vous la recevez? C'est bon, elle Oui. arrive. Si vous pouvez la mettre en plein écran, en espérant que ça ne coupe pas tout. Voilà, parfait, Ouais. génial. Ok. En tout cas, j'ai trouvé très intéressant la présentation de Madame Duchalet pour son côté participatif et communautaire. Je pense que c'est également important. Nous, on est plus dans un axe effectivement de communication institutionnelle. J'ai sous-intitulé ça une narration vers la confiance. Je vais y revenir. On parle de crise incertaine et c'est vrai que si on regarde les situations, bah, le public attend des certitudes. Les autorités naviguent souvent dans l'incertitude. Ce qui me frappe aussi, c'est qu'on avait auparavant plutôt des crises statiques. Enfin, moi, j'ai fait des exercices. C'était un camion, un wagon de chlore qui se renversait, puis ça se réglait sur 48 heures. Là, on est dans des crises, je pense au Covid, des crises dynamiques, prolongées, avec des véritables feuilletons avec des différentes saisons. On voit que les médias vendent les conflits, les discordances écologiques, c'est-à-dire en comparaison géographique. En Suisse, avec un petit territoire et des autorités cantonales, ils vont nous demander pourquoi vous autorisez l'ouverture des restaurants alors que le canton d'à côté s'est refusé, etc. Et puis les discordances temporelles, pourquoi vous avez dit que les masques servaient à rien alors que maintenant il faut les réintroduire. Donc on connaît bien ça, tous, j'imagine. On a des forces conspirationnistes qui aiment simplifier, diviser, qui menacent. Et puis on a cette espèce de génération de complot qui a sa propre narration, qui à la fois fait peur, mais génère quand même du plaisir, comme dans un film. On a le renforcement du premier venu face aux experts et puis des contre-experts. Donc voilà, c'est ce que j'imagine que vous vous y retrouvez, mais c'est ce qu'on vit tous.
et comment construire là autour. Je fais aussi de l'enseignement en santé publique et j'aime bien rappeler que le spécialiste en santé publique, en particulier le médecin, doit gérer de l'information, des lois, des statistiques, de l'épidémiologie. C'est aussi un homme d'action qui doit agir, prendre des mesures, mais que le troisième volet, c'est l'importance de la communication en interne, parce qu'on doit rendre compte à nos hiérarchies, et puis en externe par rapport aux médias. Donc voilà pour moi comment je voulais planter le décor. La confiance, ça m'a rappelé l'analyse qu'on a faite le 30 janvier 2020, la situation qu'on voyait arriver depuis la Chine. Et dans l'analyse qu'on a faite pour notre état-major, comme problème partiel, on a indiqué la confiance dans les autorités et le but de maintenir la confiance avec une communication coordonnée, l'utilisation des réseaux sociaux, et puis également la définition des responsabilités des porte-paroles. Et je crois que tout au cours de la crise, cet élément de confiance, il a été absolument prépondérant. Alors, j'aime bien utiliser, j'ai pas mal étudié la narration, et de dire qu'effectivement toute la communication doit se faire aussi dans une approche narrative. On voit qu'il y a tout un flux d'événements et c'était bien illustré par votre présentation, Madame Duchalet, on voit tous ces événements sur les réseaux sociaux qui se construisent. Et puis la narration, ça va être d'identifier un certain nombre d'éléments clés pour les disposer dans une narration. Donc ça peut être sur l'espace d'un week-end ou dans le rapport final d'une crise. Comme outil c'est bien joli de parler de narration, mais comment ça se décline? Moi, je trouve très important de définir la scène sur laquelle on va travailler. Donc, ça peut être une association, une communauté, une entreprise, une région. Pour l'OMS, voilà, c'est le monde entier. Et puis, l'étape suivante, l'époque dans laquelle on est. Et puis, l'étape suivante, pour moi, il y a tout un travail d'identification des acteurs. Et classiquement, on a des victimes, leurs proches, des patients, on peut avoir des médecins, des chercheurs, des experts, une agence de santé publique, des décideurs politiques, des médias, des acteurs économiques, la justice par exemple. Et je me suis souvent inspiré d'une pièce d'Ibsen qui date de 1882, qui s'appelle Un ami du peuple, qui pour moi est tout à fait générique de ce qu'on vit même actuellement. Pour ceux qui ne la connaissent pas, il y a un docteur qui s'appelle Stockman, il découvre que les eaux de la station thermale de son village sont contaminées. Il dit, je vais prévenir le public, mais pour remettre à flot, je dirais, le système, ça va être coûteux. Et puis son frère est le maire, et il n'a pas du tout envie que sa station thermale soit mis en cause, que des frais soient engagés. Et ce médecin s'attendait naïvement à ce que d'être un peu le sauveur, et puis les villageois et une clique vont se liguer contre lui avec le journal local, donc on retrouve les médias, et puis sa maison est assiégée, et puis voilà, il est devenu un ennemi du peuple. Et là, je trouve qu'on retrouve des rôles génériques d'acteurs qu'on a dans n'importe quelle crise sanitaire. J'en ai listé ici un certain nombre en disant, voilà, il y a l'acteur, mais il peut remplir différents rôles. La victime peut se plaindre, elle peut suspecter elle-même un lien entre une exposition et une maladie. Ça s'est vu dans les années 80 avec la maladie de Lyme. Elle va interpeller les décideurs politiques, faire une dénonciation aux médias, etc. etc. Et on retrouve les différents rôles pour le médecin, pour l'agent de santé publique, le décideur politique qui va appuyer les mesures ou minimiser le problème ou protéger les intérêts économiques. Donc c'est peut-être intéressant d'imaginer effectivement comme une scène de théâtre ces acteurs, d'imaginer leur rôle potentiel. Et je crois que ce qui est important, c'est de voir que on peut changer de rôle. Le docteur Stockman est d'abord perçu comme un bienfaiteur, après il devient un ennemi du peuple. On a connu ça, nous, les médecins dans la crise du Covid, où les soignants, on se fait applaudir, et puis maintenant,
on est des corrompus. Moi-même, j'ai été traité de docteur Mengele sur des réseaux sociaux parce que je travaillais sur des projets de vaccination des enfants. Donc, je pense que ce modèle générique, on peut le décliner. Là, je m'étais amusé à le décliner sur la crise de la canicule en France, où votre ministre de l'époque avait fait un témoignage télévisuel en chemisette de sport depuis sa maison dans le sud de la France, alors qu'il y avait des morts. Et si vous rappelez un petit peu la narration de cette canicule, il y a une alerte, le docteur Pelou qui alerte de ce qu'il voit dans les urgences, la direction de la santé qui alerte le ministre, donc l'agence de santé joue son rôle. Le ministre, conseillé d'ailleurs par ses équipes de com, se veut rassurant, donc il ne met pas la cravate ni la chemise. Et puis, c'était une erreur de communication. D'autres, les entreprises de pompes funèbres font également des alertes. Et puis après, le système se met en place. Il y a des dénonciations, il y a des fusibles qui sautent, des démissions. Donc voilà une narration autour d'une crise qui est possible. Donc, sachant ça, comment l'exploiter dans le fonctionnement? Alors, cette méthode, moi, j'appelle justement la narration, parce que nous, on est plongé dans l'action de santé publique. Et la narration, c'est justement s'arrêter, prendre du recul et observer ce qui se passe. Donc, on arrête l'action en cours. On redéfinit la scène, on réidentifie les acteurs, on décrit, on adapte le rôle des acteurs, et puis après, on passe dans une phase, je dirais, de scénarisation qu'on va pouvoir partager avec notre état-major, avec les décideurs politiques. Qu'est-ce qui est le plus probable? Quel est le scénario catastrophique, le plan B, etc. Ça nous force aussi à examiner notre propre rôle et puis ensuite de reprendre l'action. Donc, en conclusion, pour moi, je pose comme un postulat que l'action de santé publique, notamment dans la gestion des crises, elle finit toujours par s'inscrire comme une narration, soit publique, soit même dans un rapport confidentiel, je dirais, que c'est important pour les acteurs et les décideurs puissent prendre conscience de cette dimension narrative, que ça va pouvoir leur donner des armes, même si c'est les meilleurs techniciens d'épidémio, de santé publique, de médecine ou des ingénieurs, ça leur rajoute, je dirais, des clés qui sont importantes, qu'il y a un certain nombre d'outils qui existent pour analyser, structurer les messages, même pour travailler. On travaille naturellement avec des responsables de communication, avec les journalistes, donc ce n'est pas nous qui faisons tout le boulot. Que pour nous, on a une règle, effectivement, c'est que la narration, ce n'est pas du vent, elle doit se nourrir des faits, elle doit se nourrir de la science. On doit garder en tout temps une crédibilité professionnelle, même si des fois les faits sont très cruels. Je pense à l'exemple des aérosols dans le Covid. Au début, on n'y a pas cru, on avait des éléments, on n'a pas fait part de ce risque, la transmission par rapport à aérosol, alors qu'elle s'est avérée importante. Et finalement, effectivement, toute cette construction, ça vise à donner du sens à l'action en cours, même si des fois on doit travailler sur les erreurs, et on retombe justement sur notre objectif de maintenir la confiance. Alors voilà, pour amorcer la discussion, les éléments que je voulais partager avec vous. Merci beaucoup, c'est passionnant. Et c'est tellement vrai. Donc, on vient de placer déjà le problème. Maintenant, pour répondre aux questions, il va falloir aborder aussi des solutions. Donc, il y a une partie qui vient d'être évoquée. Alors, ce qui est très clair, c'est qu'on se retrouve dans ce jeu d'acteurs que vous avez décrit, qu'on a tous connu à un moment ou à un autre, avec ceux qui veulent se mettre en avant en récupérant les données le plus tôt possible, et ceux qui vont tout nier. Enfin bon, c'est d'une complexité extrême. Aujourd'hui, ça s'est accéléré beaucoup. On constate que des organisations qui prennent du recul, comme par exemple les académies en France, je pense à l'Académie de médecine, l'Académie de pharmacie, ont un certain recul par rapport à tout ça, et s'aperçoivent qu'il y a un manque aujourd'hui dans le pays
lieu de référence, je dirais un peu le phare qui va guider les gens un peu perdus sur la mer et qui aimeraient bien trouver un îlot de sécurité, se conformer par rapport ou confirmer les informations qu'ils ont. Et ça, c'est très difficile. Donc, on peut dire qu'on a des outils, et la présentation de Madame Duchalet montre qu'il y a des outils, je ne connaissais pas et je découvre qu'ils sont extraordinaires. On a des experts, alors, il y a des vrais et des faux, mais bon, il y a des experts, et c'est la communication qui pêche la plupart du temps et qui va accélérer et aggraver le problème. Alors, n'hésitez pas à écrire vos questions dans le chat ou on peut éventuellement vous passer la parole. Alors, il y a une première question qui est: parfois, il arrive que les médias précèdent les décideurs et les experts à informer la population sur des faits réels. Comment rattraper l'information par la suite pour une population qui est dans l'incertitude d'une crise qui dure? Donc, les médias informent et il faut ensuite, j'allais dire, ramer pour remonter, pour donner la vraie information. Ce n'est pas toujours le cas, mais ça peut l'être. Alors, est-ce que vous avez des éléments de réponse à cette question? Comment rattraper l'information par la suite? Peut-être. Enfin, je pense qu'effectivement, c'est une question importante. Pour moi, la question, c'est est-ce que ce qu'a dit le média est juste, ou en tout cas partiellement juste, ou bien est-ce que c'est quelque chose qui doit être absolument corrigé, hein. Et ensuite, c'est justement de se dire, ben, c'est normal que l'acteur média intervienne, interfère, et puis après, comment l'analyser pour le mettre en perspective et puis essayer justement de créer du sens. Donc, si c'est juste ou partiellement juste, ben, je pense qu'il y a une façon de prendre acte de ce qui a été fait par le média, qui est souvent sur la base de témoignages qui viennent du terrain. Et puis après, une fois qu'on a pris acte de ça, ben justement, c'est de dire quel est notre rôle, nous, par exemple, autorité de santé publique, par rapport à ces faits. Enfin, le média amène, en général, il amène le fait, mais il n'amène pas de solution. Donc, il me semble qu'à chaque fois, on doit avoir quelque chose à dire. Sauf, effectivement, je pense que c'est la plus grande difficulté si c'est des fake news et puis qu'on reste toujours dans la correction de ce qui est dit. Et puis après, pour le public, il y a une sorte d'incompréhension qui se fait et il ne sait plus ce qui est juste et ce qui est faux. Voilà ma perception. C'est vrai que souvent les médias disent que le démenti n'est jamais lu, alors que c'est la première information qui frappe tout de suite. Madame Duchalet, votre association, elle interfère, elle interagit plutôt avec les médias ou Non, nous vraiment, on cherche pas à vraiment intervenir avec eux puisqu'on considère que nous, on est que dans la gestion de crise, donc on répond aux gestionnaires de crise. Les médias gravitent un peu autour puisque forcément, les réseaux sociaux, comme on l'a vu, c'est une mine d'or pour les informations. Donc, là où nous, on va trouver une photo, on va pas être les seuls à la chercher et on va souvent avoir les médias qui vont commenter. Je peux récupérer la photo pour mon journal, tout ça. Mais plus pour revenir un peu à cette question-là, c'est vrai que ça, pareil, en tant que mon expérience perso, c'est que l'information, il faut aussi une fois qu'elle est sortie, comme monsieur Robert l'a dit, il faut si elle est juste ou si elle est fausse. Il ne faut pas oublier aussi la loi de Brandolini, hein, celle qui dit que quand il y a une information fausse, idiote, facile, et ben, pour donner la vraie, la vérité et démontrer point par point que c'est faux, ça va prendre une quantité de temps énorme. Donc, des fois, si l'information est vraie, il faut l'acter, dire pourquoi on ne l'a peut-être pas dit plus tôt. Quand une information est fausse, des fois, on perd plus de temps et même on peut même y perdre à chercher à expliquer plutôt que d'accepter le fait, bon, cette information n'est pas fausse, on donne nous des faits et on vous invite à ça. Et il y a aussi le contexte que des fois, ça va très très vite. Maintenant, on est un peu dans la société du buzz, donc une information en remplace une autre. Des fois, c'est tant mieux. Typiquement, pour l'incendie de Lubrizol, c'est le même jour où Jacques Chirac, l'ancien président de France, président, est décédé. Donc, toute la matinée, ça a été Lubrizol par-ci, Lubrizol par-ça. À partir de 13h, quand l'information est passée de son décès, on ne parlait plus du tout de ça. Donc, ça a permis aux gestionnaires de crise et de communication de reprendre la narration, ou la narration, comme vous l'avez dit. Mais il faut voir ça maintenant que c'est toujours dans une mouvance et une actualité peut en chasser une autre et un fait peut en chasser un autre.
Mais c'est vrai que le cas Lubrizol était vraiment un cas d'école parce que quand on a suivi les premiers jours, en cherchant de l'information volontairement, on arrivait sur un site local de la préfecture qui renvoyait vers le ministère, lequel ministère renvoyait vers la préfecture, ça tournait en rond et globalement on arrivait à des cul-de-sac systématiques avec quelques messages qui disaient tout va bien, alors que les gens avaient au-dessus de leur tête un nuage noir monstrueux et donc ils ne pouvaient pas admettre qu'on leur dise que tout allait bien, c'était pas possible. Donc c'est un contre-exemple de communication vraiment parfait. Euh, et dans ces cas-là, est-ce que dans ces relations avec la presse, euh, est-ce qu'en Suisse, vous communiquez beaucoup avec les médias ou ça transite? Parce qu'on observe aussi parfois dans ces situations de crise des transits via des responsables de communication qui eux-mêmes sont extrêmement prudents. Et ça fait qu'entre les experts qui connaissent la situation et les médias, il y a parfois une espèce de laminage de l'information qui fait que ça devient peu audible. Alors, on est de plus en plus persuadé, enfin, on a toujours identifié dans notre état-major l'importance de la communication. Donc, dès qu'on rentre dans une crise, on active une cellule de crise où, voilà, au départ, elle est pilotée par les gens de la cellule de crise de la police, mais c'est plus par leur expérience, je dirais, des crises rapides que plus par rapport à leur rattachement à la police. D'ailleurs, ils travaillent tout à fait indépendamment de leur hiérarchie policière. Donc, on a toujours vraiment en présence l'idée à chaque mouvement, qu'est-ce qu'on va communiquer, qu'est-ce qui sera utile de communiquer. C'est pratiquement une position d'analyse permanente. Je dirais que la difficulté, c'est actuellement, ça se passe très bien en termes de la hiérarchie et puis surtout du niveau politique, parce qu'on arrive bien à répartir ce qui est le niveau de la responsabilité politique, de la responsabilité technique, mais on le sait par d'autres collègues dans d'autres cantons que parfois c'est extrêmement, ça peut devenir extrêmement difficile. Déjà, parce que c'est difficile de communiquer avec les médias, qu'il y a des pièges, on peut toujours se faire avoir et puis être amené à répondre à des questions qui justement ne sont pas de notre responsabilité, ou que le responsable politique, surtout s'il est un petit peu junior, veut tout porter et puis ne veut pas avoir la chance éventuellement d'avoir des fusibles techniques qui s'expriment et puis naturellement il ne peut pas maîtriser aussi les aspects techniques. Donc je pense que et je l'ai mis vraiment comme compétence pour quelqu'un qu'on forme en santé publique d'avoir une maîtrise de ça. Pour moi, c'est aussi important que ce qu'un médecin sache faire de l'épidémiologie ou sache mener un projet. Je pense qu'il doit, les générations montantes de spécialistes en santé publique devront savoir maîtriser cet aspect-là qui est la communication. Mais on n'est pas, il ne faut pas non plus que ça occulte le reste. Il faut qu'on ait des recherches d'informations factuelles qui soient solides et scientifiques. Il faut qu'ils soient en même temps des acteurs, des chefs de projet ou des chefs d'équipe qui soient crédibles. On ne peut pas tout reporter sur la communication. Absolument. Bon, on va revenir sur la formation après, parce que c'est vraiment un fondamental de tout, la formation et l'éducation. Madame Duchalet, il y a une question qui est, pouvez-vous nous dire comment et pourquoi est né ce projet bénévole? Donc, comme on a vu, il y a toujours, c'est dès 2010, dans les années 2010, l'usage des réseaux sociaux s'est vraiment développé. La catastrophe de Brétigny-sur-Orge a vraiment fait un peu un syndrome d'électrochoc où on s'est dit, bah, c'est là-dessus on peut avoir des informations. Donc, un peu des gestionnaires de crise et des communicants se sont, comme sur Twitter, le contact est assez facile, se sont mis d'accord pour échanger sur la nécessité de faire remonter ces informations-là. Donc, c'est comme ça que le projet bénévole est arrivé. Ça s'est bien développé. Et moi, après, personnellement, c'est vrai que j'ai pareil aussi j'ai une bonne présence sur les réseaux sociaux et j'ai bien vu qu'en tant que gestionnaire des fois de crise,
On en a eu besoin pour avoir une idée de ce qui se passait sur le terrain, parce qu'on peut pas, on n'est pas omniscient et omnipotent, donc on peut pas être partout et et les réseaux sociaux nous aident à voir ça. Donc c'est pour ça que moi j'ai rejoint ce projet bénévole et ça permet aussi à ceux qui sont dans l'association de faire sa part finalement. Très bien. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions. Le cœur de notre débat, c'est ce thème de l'incertitude. Donc, je pense, enfin, je sais pas, je veux recueillir vos points de vue entre l'incertitude ou l'absence de données, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. C'est quand même quelque chose d'assez systématique dans ces crises générales. Et je dirais, c'est un peu inhérent au domaine scientifique, puisque le domaine scientifique cherche à faire des démonstrations, mais qui amène à d'autres nouveaux questionnements et ça ne s'arrête jamais. Donc ça veut dire que quand quelqu'un interroge des scientifiques, et on le voit dans les comités d'expertise, les autorités se tournent vers les experts, et c'est rare que l'expert dise c'est blanc ou c'est noir, quoi. Il y a toujours oui, mais peut-être, il se pourrait qu'éventuellement, il faudrait plutôt faire des études complémentaires. Donc, il y a une part de difficulté de communication des scientifiques qui parfois ne sont pas capables d'affirmer complètement, mais peut-être pas capables d'affirmer parce que la science n'a pas apporté les éléments suffisants. On le voit par exemple sur la multi-exposition aux polluants chimiques. Les gens disent pourquoi vous n'avez pas mis des normes partout, et on leur explique parce que les données toxicologiques n'ont pas permis d'amener ces valeurs rigoureuses aujourd'hui. Et si on veut protéger votre santé, il faut de la rigueur. Ou alors on fait des mesures de gestion avec des incertitudes énormes. Et quand on parle d'incertitude, les gens sont inquiets, se disent ils ne savent pas. Et si les experts ne savent pas, donc on nous cache quelque chose. Donc cette incertitude, comment vous la manipulez, comment vous l'expliquez quand vous êtes confronté soit à des décideurs, soit au public? Comment vous êtes capable de leur dire, écoutez, aujourd'hui, nous n'avons pas les éléments suffisants, mais ce n'est pas une raison pour qu'on ne puisse pas mettre en œuvre des actions qui vont vous protéger. Ça passe, vous arrivez à passer ce message? Peut-être, pour moi, ce qui est très important, on voit hein, qu'on est très vite dans une succession d'événements. Il y a des événements initiaux, puis après il y a des complications, puis après il y a des événements médiatiques, des événements politiques, etc. Et au début, on essaye toujours, après on a des fois de la peine à le maintenir, mais d'avoir un journal de bord qui est aussi un fichier Excel, et puis de caractériser ce qui se passe, notamment les faits établis. Et je pense que quand on communique, il y a quand même des choses qui sont du dur. Enfin, il y a des faits qui se sont passés, qui sont la réalité objective, parce que on a des photos, parce qu'on a des témoignages, et essayer vraiment d'expliquer, voilà la situation actuelle, on a tel fait, je ne sais pas quoi, tant de victimes à ce stade, les limites de notre ignorance aussi, voilà ce qui est en cours, et puis de travailler là-dessus pour éviter cette espèce de mélange de faits, d'hypothèses, d'interprétations, et puis de bien caractériser ce qui est l'ignorance ou l'interprétation. Madame Duchalet, vous êtes confrontée aussi à ce problème. Est-ce que vous avez des autorités avec qui vous travaillez qui mettent en doute ce que vous leur envoyez, ou à qui vous avez du mal à expliquer ce degré d'incertitude? Nous, on n'est pas trop. En fait, au niveau des informations, on est quand même assez. Plutôt, on les prélève et on donne un peu ce qui est du connu. Mais pour l'incertitude, nous, on va plutôt détecter ces demandes de compléments sur les réseaux sociaux. Typiquement, il y a eu il y a eu un feu d'une industrie à Pamiers, dans l'Ariège. Et on nous a demandé d'aller vérifier ce qui se disait pour éviter maintenant un Lubrizol bis. Et maintenant, nous, c'est plutôt, on va chercher ce que les personnes peuvent se poser comme question, et ça va nourrir la communication des officiels. Et après, c'est vrai que l'incertitude, je pense que le pire quand même, c'est ce qu'on a vu à Lubrizol, c'est des fois affirmer des choses sans en être sûr. Il faut mieux reconnaître là, c'est pas sûr, que des tests sont en cours.
plutôt que d'affirmer les fumées ne sont pas toxiques, alors elles étaient pas toxiques. Mais c'est juste que c'était trop rapide pour les personnes. Et par exemple aussi, on a eu un souci où il y avait le cône de propagation des fumées, et il y a une mairie qui n'était pas concernée par ces fumées-là, qui a quand même déclenché tout son plan communal de sauvegarde, qui a mis en sécurité des personnes, parce qu'elle a considéré qu'elle, elle devait le faire. Et après, par effet domino, les autres communes à côté, on leur a demandé pourquoi vous ne le faites pas. Qui, elles, écoutaient les autorités, et les citoyens demandaient autre chose. Donc, il y avait cette incertitude de qui a raison, qui a tort. Est-ce que à trop vouloir bien faire, je fais pas mal? Et finalement, c'est pour ça que c'est très, 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 très compliqué, comme on a pu le voir. Et donc, nous, on va pas pousser l'information, on va plutôt la détecter, la remonter pour essayer d'organiser une narration comme on a pu voir. Mais c'est pour ça que je disais, c'est presque, enfin, c'est un cas d'école vraiment étonnant, parce que il suffisait de dire des prélèvements ont été faits, il faut 2 jours ou 3 jours pour les analyser, parce qu'analyser les dioxines, c'est pas évident. Donc, on ne peut rien vous dire en attendant, les résultats ne seront disponibles que dans 3 jours. Les gens sont capables de comprendre ça. Et au lieu de ça, on leur a dit, il n'y a aucun risque. Donc, c'est ça où ça m'amène en fait à évoquer avec vous cette formation et cet enseignement ou cette éducation à l'incertitude, qui est à mon avis une base de tout, parce que le citoyen est capable de comprendre les choses quand on lui dit clairement et objectivement et de manière ouverte les éléments. Donc ça veut dire que c'est dès l'école qu'il faut lui apprendre à avoir l'esprit critique, lui apprendre à synthétiser les résultats par rapport à la masse de données qui arrive. Ça, tout le monde le dit aujourd'hui. Mais il devrait en être de même aussi avec toute une série de responsables. Et donc tout à l'heure, vous évoquiez le fait que les médecins de santé publique devraient être formés à cet aspect. Évidemment, la Société francophone de santé publique prêche pour cela depuis très longtemps. Que dans les enseignements des professionnels de la santé en général, parce que pas que les médecins, les pharmaciens aussi, enfin, tous les personnels de santé, il puisse y avoir cette formation spécialisée. Est-ce que elles existent en Suisse? Est-ce que ça s'est développé? Est-ce que vous intervenez aussi, Madame Duchalet, dans ce genre de formation? Qu'est-ce que vous en pensez? Monsieur Robert, en Suisse, est-ce que vous savez si les professionnels de la santé reçoivent ce type de formation? Ça progresse ou c'est encore à développer? Alors, j'ai fait ma formation en santé publique il y a une vingtaine d'années, et je me rappelle qu'on avait un atelier de communication. C'était justement une histoire de wagons de produits toxiques qui se répandaient. Donc, ça se limitait, je dirais, c'est avec un journaliste, des jeux de rôle, etc. Mais disons, moi, je suis assez proche de la Société suisse de santé publique, et puis vraiment, c'est des choses qu'on prône, de dire il faut renforcer ses compétences, surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas la vitesse des réseaux sociaux. Donc, on va de toute façon être confronté à ça. Je ne veux pas non plus médicaliser toute la discussion, mais je trouve qu'il y a un aspect important par rapport au médecin, c'est que le médecin, quand il soigne un patient, il est habitué à annoncer des mauvaises nouvelles. Donc, et puis, on a quitté l'approche paternaliste de la médecine pour traiter le patient comme un sujet adulte. Et je pense que là, c'est une logique en santé publique qui s'applique aussi. On doit, et c'est souvent des fois peut-être impalpable, mais la population doit comprendre qu'on s'adresse à des adultes qu'on prend au sérieux, qui sont des acteurs eux-mêmes de la crise, et qui peuvent jouer des rôles favorables ou défavorables. Donc, je pense que déjà, on doit avoir une posture je dirais, de respect, comme on l'a avec un patient, avec une population, en leur expliquant la situation et ce qui se passe. Mais pour répondre effectivement à la première formation, moi, dans mes liens, je suis en lien en particulier avec le professeur Flao à Genève et d'autres personnes qui sont en formation de santé publique. J'insiste beaucoup que cette dimension-là, qu'à la fin de la formation, et ce n'est pas que des médecins qui suivent ces formations, que les gens qui sont formés en santé publique aient des réelles compétences d'analyse et de communication
notamment dans la communication de crise. Et, oui, pardon, allez-y. Non, je suis tout à fait d'accord et donc c'est vrai que le média training, c'est vraiment un truc qui en France est fait plutôt pour les chefs d'entreprise, un peu pour certains élus. Après ça dépend de l'échelon, hein, mais c'est toujours quelque chose qui est important et c'est vrai que pour revenir sur un exemple, lors de l'incendie d'OVH, des data centers, de OVH, le directeur, d'OVH, donc Octave Klaba, a tout tweeté sur les réseaux sociaux. On était dans l'incertitude. Tous ces serveurs sont en feu, mais il donnait factuellement, bon oui, c'est en feu, on ne sait pas pour combien de temps tels sites sont tombés. Et je trouve que quand on est en incertitude, se rapprocher à déjà ce qu'on sait et annoncer ce qu'on ne sait pas. Et donc ça permet aussi de donner un fil. Et pour aller plus loin, pour rejoindre ce que disait Monsieur Robert, en France, on a le côté paternaliste de l'État nous doit tout et il va s'occuper de nous. Et alors que quand on compare avec la communication de crise, que ce soit dans les pays anglophones ou même en Australie, il y a marqué vous allez dans un tel endroit, vous savez que vous engagez dans telle zone, à vous de vous renseigner. En Nouvelle-Zélande, quand on va à la plage, il y a un énorme panneau marqué tsunami. Si vous sentez la terre trembler, attendez pas un signal, allez vous mettre en sécurité. Et c'est un peu aussi le changement finalement de façon de voir, où nous en France on attend des nouvelles, on attend qu'on nous prenne qu'on prenne soin de nous, là où on responsabilise pas le citoyen alors qu'on attend que ça finalement, puisqu'on est capable de le faire et on l'a bien vu aussi dans les grosses crises. Oui, c'est ça qui est difficile, c'est-à-dire de communiquer en envoyant tous les signaux d'alarme au risque de faire une peur terrible à la population et de se faire reprocher après d'en avoir trop fait, si j'ose dire, ou se taire momentanément et d'en arriver à la situation où les gens ont dit on ne nous a pas alertés, on ne nous a pas avertis. Et ça, c'est valable aussi pour les chefs d'entreprise, parce que j'ai vu aussi, on parlait de Lubrizol tout à l'heure, mais il y a eu d'autres cas du même genre, dans lesquels les entreprises elles-mêmes n'ont pas communiqué suffisamment. Donc, on parlait de média training tout à l'heure, c'est ça qui me fait un peu peur. C'est-à-dire qu'à force de formater tout le monde selon le même schéma, on finit par avoir le même système de communication entre les acteurs d'un côté et de l'autre, qui fait que tout le système est moyenné et que le public se trouve insatisfait parce qu'il n'a plus confiance ni dans les uns ni dans les autres. Oui, Monsieur Robert, vous vouliez intervenir ? Ouais, je voulais juste parler d'une situation que j'ai vécue parce que je pense qu'il y a maintenant un potentiel énorme avec les réseaux sociaux. C'était en 2015, on a eu la contamination d'un réseau d'eau d'une ville d'à peu près 12 000 habitants avec des infections à norovirus, donc des diarrhées. Et il y a 10%, il y a plus de 1000 personnes qui ont été atteintes. Et puis, il y a beaucoup de choses qui se sont passées sur Facebook où on a réussi à mobiliser. À un moment donné, moi j'ai vu des fake news, c'est-à-dire qu'ils montraient une image de camions qui distribuaient de l'eau en disant qu'il n'y avait plus d'eau dans les magasins, etc. Donc je suis intervenu pour dire que c'était faux. Et puis après, il y a eu une mobilisation. Et il y a par exemple une dame qui s'est proposée de compter les cas. Elle disait « Annoncez-vous chez moi ». Et elle m'a pratiquement en live, elle m'a nourri de l'évolution de l'épidémie avant que j'aie des informations détaillées, par exemple, au niveau de l'hôpital. Donc, je me suis rendu compte que si on laisse la population dans le doute, ça peut dérailler, ça peut aller vraiment dans tous les sens. Maintenant, si on a des moyens de travailler avec eux et qu'ils ont une certaine confiance, ils peuvent jouer un rôle, ils peuvent signaler des cas, ils peuvent faire passer des informations. On a dit, par exemple, quand on a fait un questionnaire en ligne, on a dit, est-ce que vous pouvez aller regarder dans l'immeuble s'il y a des personnes âgées qui n'étaient naturellement pas branchées sur Internet, si on peut aussi recueillir leurs témoignages. Et puis, en 5 jours, on avait rempli en ligne 1000 questionnaires. Donc, on a fait une enquête épidémiologique en ligne. C'est la première fois que je faisais ça. Mais on voit qu'il y a des tas de choses qui sont possibles. Et je pense qu'il faut qu'on apprenne à développer ça, mais surtout à mettre les gens en situation active, aussi pour pas qu'ils fassent autre chose, mais qu'ils fassent des choses utiles. Et concernant votre association, Madame Duchalet, il y en a d'autres comme la vôtre qui existent en France ou vous êtes la seule? Parce que
ça semble tellement important et opérationnel qu'on se dit il ne faudrait pas qu'il y ait de la concurrence, de la multiplication de ce genre d'activité, justement pour ne pas se retrouver dans une situation où on puisse avoir des contradictions entre plusieurs opérateurs. Donc, vous êtes la seule association ou pas? Bah, en fait, entre guillemets, Visov a rempli un trou qu'il y avait et vraiment, on se voit vraiment comme un moyen de traduire les réseaux sociaux. Je crois qu'il n'y en a pas d'autres qui existent en France. Il y a aussi d'autres qui existent à l'échelle européenne. Ça s'appelle les VOST, Virtual Operational Search Team. Et donc, du coup, nous, on s'est aussi associés en réseau avec ces différents Visov de l'Europe, donc Allemagne, Espagne, Portugal, même Slovénie. Et on commence déjà aussi à travailler avec eux sur de l'interopérationnalité. Typiquement, quand il y a un événement assez important où on doit traduire en temps réel plusieurs messages de prévention ou récupérer de l'information en différentes langues, on s'active avec eux. Et vous me voyez venir, on a pris aussi un peu tout ça pour les JO en 2024, ou peut-être qu'il va falloir, nous on fera une veille particulière sur ces différents événements, et comme on aura la force du collectif pour les différentes langues, ce sera aussi quelque chose de très important. Et là encore, c'est ce que disait Monsieur Robert, c'est des citoyens comme vous et moi qui avons eu des idées, qui les avons remontées, et par la force du collectif, on peut faire quelque chose. Ouais, bravo. Bon, il nous reste 3 minutes avant de conclure. Donc, je vais vous donner la parole pour les conclusions, en vous remerciant aussi et en remerciant tous les auditeurs. Si vous avez une dernière question, n'hésitez pas à la mettre dans le chat parce qu'on arrive au terme de notre échange. Moi, ça m'a beaucoup intéressé. Je suis vraiment très impressionné par vos expériences. Donc, je vous passe la parole pour les mots de la conclusion. Monsieur Robert. Bon, moi, j'ai trouvé effectivement passionnant, et j'ai trouvé que justement votre approche communautaire, Madame Duchalet, est vraiment un exemple. Je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire par rapport à ça en termes d'exemple, et je pense que c'est quelque chose dont on devrait parler. Et puis je crois qu'effectivement, on est assez d'accord sur à la fois les challenges et puis l'importance du dossier, et puis que naturellement, il y a un potentiel de progression qui est énorme, surtout par rapport à tout ce qui est maintenant les fake news, qui ont un coût, en tout cas un impact sanitaire négatif qu'il faudra prendre en compte. En tout cas, merci pour l'invitation. Merci à vous. Bah, merci aussi pour l'invitation. Puis c'est vrai que les interventions se complétaient bien, puisque nous, on avait plutôt l'avis des réseaux, et Monsieur Robert avait plutôt celui qui donnait la narration. Et c'est là où on se complète bien. Et c'est vrai que je voulais vous remercier de nous avoir donné l'occasion de pouvoir partager un peu ce qu'on fait et comment on le fait surtout. Et finalement, si replacer les personnes en tant que citoyens acteurs de leur sauvegarde et qui font attention aux autres, c'est aussi ça qui est important. Ouais, je crois que s'il y avait une recommandation à faire, c'est vraiment de former les enseignants à expliquer aux élèves ce qu'est l'incertitude et comment s'y confronter, et en remettre à un deuxième niveau chez tous les professionnels de la santé, alors évidemment peut-être aussi chez les responsables des médias, parce que c'est extrêmement important. Et c'est le seul moyen d'arriver à faire en sorte que les gens soient plus objectifs et se confrontent à l'irrationnel en sachant se baser sur le véritable rationnel. Bien, ben écoutez, merci beaucoup à vous, et bonne suite et bon courage pour les crises à gérer actuellement. Merci, au revoir. Merci, au revoir.